Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir. Je suis Serge Alain Autour pour le décryptage quotidien de l'actualité. Le conseil de cabinet tenu jeudi 23 mai dernier marque les retrouvailles entre le Premier ministre Chief Dr Joseph John Gouté et le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji. Le premier sortait d'une mission de 2 semaines dans les régions nord-ouest et sud-ouest. En conflit où il a délivré le message d'un retour à travers l'organisation d'un dialogue national où l'on parlerait de tout à l'exception de la séparation. Le second, quelques jours après, montait au créneau depuis la France et remettait presque en question les déclarations de son chef pour remettre sur la sellette la fameuse formule qui fait de la forme de l'État un sujet tabou. Beaucoup se seraient attendus à ce que, au-delà de la stratégie de réduction des coûts de construction des infrastructures routières exposées par le ministre des Travaux publics et la stratégie d'amélioration de l'offre des services dans les secteurs aériens, terrestres, maritimes et ferroviaires en vue de la performance des entreprises nationales présentées par le ministre des Transports, que la question du dialogue national soit inscrite à l'ordre du jour, avec surtout le contre-pied du ministre de l'administration territoriale au chef du gouvernement. Cacophonie gouvernementale à propos du dialogue national, la vie continue. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Cacophonie gouvernementale à propos du dialogue national, la vie continue. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Anissé Kane, président du Manidem. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux auditeurs de Equinox Soir. Voilà. Bienvenue une fois de plus, président. Oui, une fois de plus. Voilà. En face de vous, Paulin Fernand Kemjo. Bonsoir, Paulin. Bonsoir, Serge Autour. Merci pour l'invitation. Vous me permettez, peut-être on ne le dit pas souvent, je voulais dire merci à nos leaders embastillés parce qu'ils ne peuvent pas savoir combien le sacrifice qu'ils ont pour la patrie inspire nos actions chaque jour. Et donc pour ça, aujourd'hui et demain, je pense qu'ils ont tracé la ligne du comportement éthique, patriotique que chaque Camerounais doit avoir. Ok, Paulin Kemjo qui est ici pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bien entendu, c'est ça. On l'aura deviné dans votre discours. Bienvenue, Paulin. Merci. En face de vous, Maître Georges Tiguet. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Serge Alain. Merci de m'avoir invité. Bonsoir vos fidèles téléspectateurs, toujours aussi nombreux. Bonsoir, mes copanélistes. C'était un plaisir de retrouver cette émission qui était en voyage à Yaoundé. Nous sommes de retour depuis une semaine déjà, Maître. Nous sommes heureux de voir. Les Camerounais aussi, de ce côté-là, ils ont besoin de s'exprimer. Bien sûr, je ne vais pas dénoncer. Je dis que je suis content de retrouver l'émission qui était en voyage à Yaoundé, c'est tout. Voilà. Voilà, sur ces plateaux, on va commencer avec... Non, il est là, sur ces plateaux, il nous a rejoint. Hilaire Dipan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal encore, hein? Ça continue, là, depuis... On n'a plus de légitimité, mais on a la légalité. Ah oui. C'est ce que disent maître souvent. Oui. Mais Vous avez la légalité. Non, je ne suis pas très à l'aise dans cette peau-là. Je pense que lorsqu'on a pris des engagements calendaires, il faut les respecter. Oui. C'est quand même assez malsain, mais c'est le système RDPC, il faut les accepter comme ça. Mais comme s'il y en a encore pour un petit bout, donc on va les balayer, tout ça. Mais vous aurez dû arrêter aussi et démissionner comme un ancien du SDF. Il faut faire très très attention. Les dispositions légales disent que si vous démissionnez du conseil sans justification, le ministre de l'administration peut vous suspendre de toute élection. Ah, il y a une disposition comme ça. Voilà. Donc il faut faire très attention. Okay. Bon, Hilaire Dipan, je commence avec vous. Vous êtes au courant, un fait de dialogue national, mais 2 discours. Il y a le discours du Premier ministre qui dit on va parler de tout sauf la séparation, et un ministre qui vient mais à contre-courant. Voilà. Comment comprendre ça? Donc, je pense d'abord que si nous sommes dans un état de droit, il faut comprendre le cadre qui organise notre société. La Constitution, qui est la loi fondamentale, donne l'attitude du président de la République de définir la politique de la nation. En étant garant des biens et des personnes, quand il y a des conflits, c'est lui qui est la personne la plus habilitée à le faire. Dans ce cadre-là, dans le cadre de la définition de la politique gouvernementale, il peut mandater le Premier ministre ou un membre du gouvernement
pour aller porter la parole, parce qu'en dernier ressort, c'est lui qui assume. La descente non du Premier ministre dans les zones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont eu bien l'aval du président de la République. Et naturellement, le Premier ministre l'a indiqué devant les populations. Je parle au nom du président de la République et nous sommes prêts au dialogue, sauf la sécession. Ça, c'était le discours du Premier ministre. Maintenant, dans les dispositions qui organisent l'action gouvernementale, un ministre ne saurait prendre la parole sans l'aval du Premier ministre ou à la limite du président de la République. Et dans le cas d'Atangandi, parce qu'il s'agit de lui, il est sorti du pays, donc il a obtenu l'autorisation de la présidence de la République, qu'il savait où il allait et ce qu'il allait faire. Il a reçu l'invitation d'une chaîne de télévision internationale, n'en étant pas le porte-parole, certainement les contours du questionnement ou les éléments de réponse ont été communiqués au palais. Et cela a été validé ou non validé. Ça peut être l'objet du débat. Maintenant, il s'est exprimé à France 24 en tant que ministre de l'administration du territoire, d'une part, membre du gouvernement, d'autre part, et cela après le Premier ministre. Nous sommes dans une dialectique politique du double langage. Il faut le dire très clairement. Parce que s'il n'avait pas eu le mandat de la présidente de la République, je pense que la sanction aurait tombé immédiatement. Et on nous rapporte que certainement en conseil de cabinet, il a été tensé par le Premier ministre. Ça veut simplement dire que, à l'heure actuelle, compte tenu des éléments en la possession du président de la République, il n'est pas en capacité de conduire ce dialogue avec sérénité et que tous les éléments qui encadrent ce discours risquent d'échapper et il risque de se retrouver dans un entonnoir politique parce que tout à l'heure nous allons voir que la zone du Nord-Ouest et du Sud-Ouest fait l'objet d'un conflit extrêmement important, des intérêts très importants et bien entendu d'une population qui est suffisamment déterminée. Président Kane, on parle du double langage, hein? Le Premier ministre mandaté, le ministre de l'administration territoriale également mandaté. Parce que, comme a dit Hilaire Zipan, on ne peut pas se retrouver. Il est sorti du territoire, il a eu l'autorisation et du président de la République et peut-être même du Premier ministre. Sur ce double langage. Non, moi je ne suis pas surpris. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des distorsions, des difficultés à s'entendre au sein des gouvernements de la République. À plusieurs reprises, des ministres se sont opposés sur des problèmes nationaux. Il y a eu des sons de cloche différents. La première chose qu'il faut dire, donc moi je ne suis pas surpris. Deuxièmement, on a tendance à entendre souvent sur l'institution du président de la République, de la haute hiérarchie. Cette expression, elle passe partout. Et moi, je me méfie beaucoup de ceux qui parlent au nom du président de la République dans les cadres informels. Parce que le discours du chef du gouvernement s'est passé dans un cadre vraiment tout à fait informel. Il n'a pas fait un discours formel où il transmettait aux populations ce que le chef de l'État lui a dit de faire. Donc, moi, je ne suis pas particulièrement attaché à ce cadre informel. Deuxième chose. Troisième chose, moi je pense que ça démontre que les affaires ne sont pas encore tranchées au niveau de la haute hiérarchie de l'État et que, comme à son habitude, Paul Biya regarde un peu ses enfants s'amuser dans l'arène et le moment où il trouvera opportun, il va siffler la fin de la récréation. Mais mon sentiment est quand même que c'est quand même embêtant que toute la politique du pays soit maintenant, je vais dire, dirigée par des anecdotes du régime RDPC. L'autre a pris les mains de l'autre pour lui dire qu'il faut saluer des gens. Tel n'a pas salué un tel, d'autres ne se sont pas accordés sur les points de vue. On a tensé tel au conseil de l'amitié, etc. Bon, moi je pense que il ne faut pas mettre les populations camerounaises à rêver ou à scruter les moindres détails qui sortent du palais. C'est pas de la politique. On est dans le spectacle anecdotique d'un régime que nous voulons absolument changer. Donc je pense que
ce n'est pas un fait spécial que 2 ministres de la République du Renouveau se soient, j'allais dire, se soient cognés sur une question essentielle comme le dialogue. Et je finirai en disant que il faut aussi démystifier cette histoire de la forme de l'État. Le fétichisme de la forme de l'État nous gêne beaucoup. Pour nous, au Manidem, ce qui est important dans la situation de notre pays, c'est la nature de l'État néocolonial que dirige Paul Biya. On peut multiplier les néocolonies en faisant un fédéralisme. On peut, à la limite, conserver un État néocolonial sans changer la nature. On n'aura pas beaucoup avancé. Donc il faut démystifier le fétichisme de la forme de l'État. C'est rien la forme de l'État dans notre situation. On doit discuter de cette forme, mais ne pas en faire une priorité. Pour nous, la priorité, c'est quelle nature le Cameroun doit avoir, quelle est la nature que l'État du Cameroun doit avoir. Est-ce qu'on a déjà discuté? C'est ça le dialogue inclusif. Discuter de la nature que le Cameroun doit avoir depuis 1960. On nous a imposé au régime. Je pense qu'il faut en discuter la nature et peut-être en régler la forme par la suite. Ok, Paulin Kemjo, les faits se sont produits il y a quelques jours, mais jusqu'ici, rien ne bouge. Comme je l'ai indiqué là, la vie continue. On se serait peut-être attendu à une sortie du... Je ne vais pas aller jusqu'à parler des démissions de l'un ou de l'autre. Mais là, les choses continuent normalement. Et Hilaire Zipan dit que le ministre aurait été recadré, mais ça ne ressort pas dans le communiqué. Pourquoi tant de mystères autour de cette question qui, visiblement, divise l'opinion publique? Le titre de votre émission est à lui seul très parlant. Il est très parlant. En principe, dans un discours, il y a toujours un message manifeste et un message latent. Mais pour comprendre ce qui est en jeu, il faut comprendre le fonctionnement psychique des acteurs. Quand je parle d'acteurs ici, je parle de l'État. Son fonctionnement psychique, ça veut dire l'ADN de sa création, c'est la manipulation, la fouberie et la duperie. Et c'est à travers ça que vous pouvez comprendre ce qui se passe. 2 scénarios traversent mon esprit. Le premier, c'est que les différentes sorties de M. Ngouté et de Atangadi étaient pensées. Le deuxième scénario, c'est que les 2 sorties n'étaient pas pensées, mais M. Ngouté, nouveau dans ce gouvernement, le fait qu'il ne soit pas coutumier à la manipulation des mots, dans son euphorie sur le terrain, les mots ont glissé de sa bouche. Il n'a pas véhiculé le message de manipulation qui était celui qu'il devait véhiculer. Il a fallu que quelqu'un sorte. Il faut bien comprendre, M. Atangadi a communiqué à France 24. On ne s'assoit pas à France 24, oui, dans le journal, en prime time, oui, sans que le Quai d'Orsay ne soit au courant. Ce n'était pas un reportage. Il a voyagé pour y aller. Oui. Monsieur Atangadi... Le Premier ministre était au courant de son voyage. Jusqu'au sommet de l'État, on était au courant du voyage. Monsieur Atangadi sort. Vous savez, très souvent, quand il veut parler aux Camerounais pour les menacer, par exemple, c'est à la CIA TV qu'il parle. Le message n'était pas adressé aux Camerounais. C'est pourquoi il va à France 24. Il veut adresser un message à ceux qui les soutiennent. Le seul pays qui les soutient pour l'instant, c'est la France. Comme je disais tout à l'heure, certainement les mots ont glissé de la bouche de M. Ngouté. Il veut leur dire que le consensus sur lequel on est, parce que la France n'a aucun intérêt à ce que la forme de l'État soit bougée. On connaît la France jacobine, elle ne fonctionne que dans un système qui est centralisé. Et si les questions de la forme de l'État sont discutées, le pouvoir reviendra au peuple. La France ne pourra plus faire sa prédation. Donc M. Atangadi va à France 24, dit à la seule puissance qui les soutient, on n'a pas changé, quelque chose a juste glissé de la bouche du ministre. Il faut bien comprendre, M. Ngouté, il est très nouveau dans le système.
il n'est pas du deep state. Ça veut dire il y a des siècles. Il y a des siècles. C'est pourquoi vous avez vu, M. Ngouté est quand même un professeur de son État, ministre, Premier ministre. Il n'est pas sorti pour recadrer son Premier ministre. Il n'est pas sorti pour recadrer son ministre de l'administration. Même par orgueil personnel. On lui a donné des ordres. Il sait ce qui se passe. Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est que pour ceux qui imaginent que ce gouvernement veut discuter sur quelque chose, ils peuvent attendre 1000 ans. Le gouvernement n'a aucun intérêt à discuter. Il faudrait que vous compreniez ce qui est en jeu de façon globale. Monsieur Maurice Kamto a essayé dernièrement à s'opposer à la succession de gré à gré. Et c'est un peu en cela que ceux qui célèbrent Paul Biya comme le créateur doivent se mordre les doigts. Parce qu'il faut bien comprendre que le caillou dans la nourriture du RDPC qu'est le MRC avec le projet non hold-up a commencé aux élections. Et il poursuit. Si M. Paul Biya avait quand même eu la sagesse qu'on lui prête souvent, il aurait laissé une personne plus jeune que lui d'aller aux élections. Les résultats n'auraient pas été très contestés aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, le pouvoir, il constate que le pouvoir les échappe. Le système constate que ça les échappe. C'est pourquoi ce système ne veut rien laisser. Parce qu'il est question par tous les moyens de le confisquer, quitte à ce qu'on fait une succession de gré à gré. C'est pourquoi ils savent que s'ils organisent un dialogue, tout va les échapper. Parce que le peuple va s'exprimer et tout va les échapper et leur bilan et la maîtrise du pouvoir qu'ils ont. C'est pourquoi M. Atangadi est sorti pour recadrer les choses. Et donc je veux dire aux Camerounais que ce gouvernement ne nous gère pas. Il n'a rien à foutre de nous. M. Atangadi est allé à France 24 parler. Tant que la situation restera en l'état, ils savent, ils ont les moyens pour mater le peuple, ils ont la force militaire pour mater le peuple. Tant que dans la zone francophone, il y a cette situation-ci où on débat et où on prie en espérant que quelque chose va venir descendre pour résoudre le problème, rien ne bougera. Ok. Voilà. Maître Tegem, je vous ai vu sourire. Pour Paulin Kemjo, le scénario était très bien pensé et que rien ne va véritablement bouger. Il n'y aura pas de dialogue. Vous savez, M. Paulin Kemjo, il a là de la caricature fondée sur l'exploitation des choses qu'il ne maîtrise pas. M. Paulin Kemjo, moi je ne suis pas du MRC, je ne parle pas du MRC. Le RDPC, voyez-vous, c'est le parti le plus démocratique de ce pays. Peut-être vous ne le savez pas. Peut-être que je vous le dise. Au RDPC, vous voyez quelqu'un s'asseoir ici, il dit ce qu'il veut. Et c'est normal dans le RDPC. Le RDPC créé en 1985, en 1987, on organise les élections pluralistes au sein du RDPC. C'est-à-dire qu'au sein du RDPC, pour les élections municipales de 1987, renseignez-vous, peut-être vous ne le savez pas, c'était pluraliste au sein du RDPC. Dans le RDPC, on a des voix dissonantes. Et M. Diongouté, vous semblez parler de lui sans le connaître. Il a été formaté à l'école des cadres du parti. Donc il sait très bien que chez nous, on laisse les voix dissonantes s'exprimer. Je vais maintenant, après avoir fait ce petit rappel, indiquer que je suis un peu d'accord avec mon voisin de droite pour dire que... Est-ce que le scénario était pensé, comme dit Paulin Kemjo? Je veux revenir à la véritable question, au sujet. Okay. Je vais d'abord élarguer des choses qui ont été dites d'un parti politique auquel il n'appartient pas. Et puis je voudrais faire observer à mon voisin de droite, donc au président Ekané, oui, que je suis un peu d'accord avec lui sur cette caricature fondée sur l'exploitation des petites choses, où on dit qu'un décret du président de la République, la délégation de signature, comme s'il n'y a pas un article dans la délégation qui dit qu'il sera publié au journal officiel. On ne se cache pas, ce sont des actes officiels. Donc, ce que je voudrais dire relativement à la déclaration du ministre Atangandji, je vais d'abord faire observer que la Constitution dispose que le Cameroun est un État unitaire décentralisé. Lorsqu'un ministre de la République se rend à l'étranger, il doit d'abord, en sa qualité de ministre de la République, représenter la Constitution. C'est par cela qu'il commence. Donc, en tant que ministre, il n'avait pas d'autre choix que de déclarer ce qu'il a fait, puisqu'il n'était pas à l'étranger en tant qu'Atangandji. Il n'était pas à l'étranger pour parler de politique intérieure, il était à l'étranger en tant que ministre de la République. Les dispositions constitutionnelles l'enfermaient. Il était obligé de dire
que le Cameroun est un État décentralisé. Même si vous avez mal perçu, en réalité, c'est ce qu'il voulait dire. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication qu'il faudrait comprendre, c'est que le président de la République, dans son discours de campagne, a fait campagne pour la décentralisation. Le SDF a fait campagne pour le fédéralisme. Les Camerounais se sont exprimés. Lors de sa prestation de serment, le chef de l'État a rappelé que je suis pour la décentralisation. Il a dit nous allons accélérer. Il y a quelques jours, il a fait voter la loi sur, je crois, la répartition des conseillers régionaux. Tout cela, le ministre Atanga Ndji, en tant que ministre, en visite à l'étranger, je le rappelle, à l'étranger, n'avait pas d'autre choix que de dire ce qu'il a dit. Il était bien enfermé, il était bien dans sa mission constitutionnelle, il était bien dans sa mission de représentation d'un État qui a une constitution, qui a des règles qu'il doit respecter. Maintenant, le Premier ministre, en mission au nord-ouest, au sud-ouest, il est dans une mission précise. Il est sur le territoire national où on parle de politique intérieure. Et il a fort à propos rappelé que tous les débats peuvent être mis sur la table, à l'exception d'un débat qui est prohibé par le code pénal comme étant une infraction, c'est la sécession. Si vous parlez de la sécession de l'enlèvement matériel, l'infraction, il a eu donc à juste titre raison de dire qu'on pouvait débattre de tous les sujets, sauf le sujet relatif à la décentralisation, voilà, à la sécession. Voilà ce que je voulais dire déjà pour planter le décor. Oui, il a dit quand d'abord. D'abord, je suis assez flatté, mais comme Maître Tegema a essayé de planter le décor de la pédagogie et de l'histoire, il est bon que nous rappelons un certain nombre de faits. Je vais prendre 2-3 éléments de ce qu'il a dit. Oui. Le RDPC est un parti démocratique, a-t-il dit, mais centralisé. Je donne des éléments d'histoire. En 1987, c'est une date qu'il a citée, à juste titre, mais il faut le dire pour son propre parti, peut-être pas au RDP 187. Le président de la section du RDP 187 en Levuri s'appelait Jean-Jacques Ekindi. Pour mémoire, parce que tu n'étais pas. La liste de Jean-Jacques Ekindi, dans une liste pluraliste, a gagné à Douala premier pour être maire. Le comité central du RDPC a imposé Dor Priso comme maire en lieu et place de Jean-Jacques Ekindi qui avait gagné en tant que tête de liste. Donc le RDPC n'est pas un parti démocratique. Deuxième élément. Jean-Jacques Ekindi était président de la section. Une circulaire du RDPC interdisait le président de section d'être président de section et député à l'Assemblée nationale. On lui a opposé ce fait en 1988. Et on allait prendre Thomas Melonnet à la Salaga Maritime, le feu professeur pour Thomas Melonnet, qui était président de la section de la Salaga Maritime et en même temps député à l'Assemblée nationale. Dans le RDPC, de ces faits historiques, M. Tegem, c'est archi faux. J'ai évacué cela. Deuxième élément, M. Tegem, vous avez dit que tous les actes du président de la République sont présentés dans le journal officiel. Le Cameroun ne dispose pas d'un journal officiel, M. Tegem. Allez vous renseigner, il n'y en a pas. Deuxième fait que j'évacue. Troisième fait, vous avez dit que le Cameroun est un État décentralisé dans lequel le ministre Atanga Ndji est allé s'exprimer au nom de la République. Le plus gradé de celui du gouvernement s'est exprimé devant les populations. Et mieux, les populations, le Premier ministre a rencontré les forces vives naturellement, de cette partie du Nord-Ouest. Et au sorti de cela, nous avons vu les propos tenus par l'architecte Forbin, qui est un des membres éminents de la commission des finances, qui a parlé en lieu et place du SDF en tant que parlementaire pour recadrer les faits. Et les faits, qu'est-ce qu'il a dit, Maître Tegem? Il dit que le Premier ministre dit qu'il est prêt à discuter de tout. Et lors de cette rencontre, je vous le rappelle, était assis à la droite du Premier ministre, le ministre Atanga Ndji. On ne peut pas donc participer à tous les propos, ne pas recadrer le Premier ministre dans un contexte aussi explosif, parce qu'avant la sortie de M. Atanga Ndji, les choses étaient complètement en baisse dans cette zone-là. Et depuis la sortie d'Atanga Ndji, nous enregistrons aujourd'hui à peu près 15 morts. Donc les propos Atanga Ndji, ce double langage a complètement mis du feu aux poudres. Je m'arrête là pour le moment. Oui, non, mais je suis quand même surpris que vous enfermiez notre pays dans le carcan du régime et dans le carcan de nos soi-disant partenaires internationaux. Ce qui se fera au Cameroun dépendra des Camerounais. Pas même de la Constitution, dépendra des Camerounais. Si on peut changer une Constitution, cela veut dire que tout peut être en débat si les Camerounais le décident. Donc, remettez au centre de notre pays les Camerounais. C'est eux qui sont
en dernière analyse, les acteurs fondamentaux de tout changement dans ce pays. C'est la première chose. Deuxième chose, moi je suis quand même, M. Atangandji est secrétaire exécutif du comité de sécurité. Oui, oui. Conseil permanent de sécurité. Conseiller permanent de sécurité. Cela veut dire que la situation sécuritaire du pays, il est au centre de cette sécurité et c'est directement rattaché au chef de l'État. Deuxièmement, il est ministre de l'administration territoriale. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tout ce qui est démembrement administratif et sécuritaire, parce qu'il représente le chef de l'État, le gouverneur, est sous l'autorité de M. Atangandji. Donc, moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, je le redis, cette soi-disant distorsion est en fait la manifestation qu'au plus haut de la hiérarchie de l'État, cette question n'a pas encore été tranchée. Et si elle n'a pas été tranchée, ce sont les Camerounais qui la trancheront. Parce que la tripartite, malheureusement, qui a eu en 92, n'était pas dans le programme du régime. Elle a été imposée par la mobilisation des Camerounais. Malheureusement, elle a été une escroquerie pour arrêter les villes mortes. Mais c'est le régime qui a lâché du lest pour accepter quand même la tripartite. Donc, tout ce qui se fera pour résoudre le problème anglophone, qui est le problème du Cameroun, se fera en fonction de la capacité de nos concitoyens à s'impliquer dans cette affaire. Je termine en disant, quand les ministres sortent et que le chef du gouvernement est là, forcément, vous n'avez pas demandé à M. Atangandji d'exprimer son point de vue. Mais sorti de ce cadre formel, on a l'habitude que les ministres disent un peu chacun ce qu'ils pensent, sachant que le chef a l'habitude de laisser faire les choses jusqu'au pourrissement avant de réagir. Moi, vraiment, je pense... Non, je vous coupe pas. Oui. Lorsque Paulin dit que la chaîne n'est pas choisie au hasard. Oui. On sait, le ministre de l'administration territoriale se rend en France et la chaîne, il s'exprime et ce qu'il dit là-bas... Oui. J'aurais aimé aussi que le discours du Premier ministre qui parle de la discussion sur la forme de l'État soit pour l'ensemble de la nation. Parce que ça ne concerne pas que nos compatriotes de la zone anglophone. Oui. La discussion sur la forme de l'État est une discussion nationale. Ça aurait été meilleur, je pense, pour la suite des événements, que ce discours soit tenu par le Premier ministre dans le cadre d'une communication pour l'ensemble du peuple camerounais et de la nation. Allez le dire subrepticement, en fait. Comme il a fait uniquement dans la zone anglophone, peut paraître une mesure à droite, subtile, de faire baisser la tension. Mais je ne crois pas que fondamentalement, c'est notre point de vue, cette affaire a déjà été tranchée. D'autant plus que nous considérons qu'elle est secondaire dans ce qui doit se décider. Ce qui doit se décider, c'est l'avenir de notre pays. Depuis 1960, nous sommes... Mais l'avenir passe par tout ce qu'on observe actuellement au nord-ouest et au sud-ouest. Oui. Il faut résoudre ce problème. Oui, mais ce problème fait partie de notre problème. Oui. La crise du Nozo stresse tout le pays. Voilà. Donc tout le pays est concerné par la résolution de cette crise qui va implémenter la résolution de la crise socio-politique dans laquelle notre pays se débat depuis plusieurs décennies. Paulin Kemdjo, est-ce que cette question est définitivement tranchée? Localement parlant, là, est-ce que c'est tranché? Ben écoutez, avant peut-être de dire un mot sur votre question, j'avais envie de dire quelque chose sur ce que M. Kane a dit. J'ai l'impression qu'il agit en vue de créer plus de confusion. La bonne nouvelle, s'il pouvait avoir au moins une bonne nouvelle dans ce qu'il a dit, il a reconnu implicitement et de façon claire que M. John Gouté est une marionnette. Il a essayé de parler de M. Atangandji comme étant secrétaire de X, Y chose. On sait très bien que le Premier ministre est le chef. Je veux dire... formellement. Non, mais c'est ce que je dis, ça veut dire, au moins la bonne nouvelle, c'est que
ensemble, on est d'accord que John Gouté est un pion et vraiment, il est juste là pour, voilà, pour se balader comme c'est, donner l'impression qu'il y a quelque chose en vue. Quand je disais, j'avais l'impression que M. Anissé Ekane créait de la confusion. Il essaie de dire que la situation n'est pas encore, la mesure de la gravité de la situation n'est pas encore prise. Je ne sais pas si c'est à cause du fait que on est tous dans ce système depuis près de 37 ans et que nous avons tous introjecté la façon de fonctionner de ce système au point où quand ils toussent, on dit « Oh, on est content ». Parce que je ne comprends pas, je ne vois pas le courroux de M. Anissé Ekane pour dire que c'est inconcevable qu'on soit encore 3 ans après tous ces morts, après tous ces déplacés, qu'on soit à attendre que le président essaie de vouloir dire quelque chose sur la situation. Justement, il ne faut pas attendre. Je dis que il ne faut pas attendre que le chef d'État tranche. Ça dépend de nous. Et que cette discordance montre bien que ça n'a pas encore été tranché. Ça dépend de nous et c'est très bien ce que vous le dites. Mais je ne peux pas croire, vous êtes un aîné, vous faites de la politique depuis longtemps. Je ne peux pas dire que vous êtes naïf quand vous dites que les puissances étrangères ne jouent pas un rôle dans tout le ramdam qu'on observe ces derniers temps-ci. C'est à cause des puissances étrangères. De façon directe et indirecte, elles nous font danser. Et donc, quand on observe ce qui se passe, on ne peut que convenir avec ce que je dis. Les Camerounais, ils intéressent très peu le système en place. Peut-être que je peux abonder dans le sens de M. Anissé Ekane quand il dit, au moins pour cette fois-ci, que ça dépend de nous. Mais j'ai envie d'interroger. Ça dépend de nous en quoi faisant. On est acteur à venir sur les plateaux de télévision ou on est acteur à, il a évoqué, on espère le changement, ou on est acteur à prendre part à une manifestation, parce qu'il faut utiliser les mots crus. La seule manière d'agir contre un gouvernement démocratique ou bien dans un système démocratique, c'est les élections. Mais quand le régime, quand le système brille par l'état de non-droit, c'est la manifestation. Il s'agit pour le peuple de reprendre sa souveraineté. Et il ne peut reprendre sa souveraineté qu'en agissant de façon physique. Depuis, j'attends le Manidem pour descendre même sur les rues, même si c'est qu'il ne veut pas s'associer aux actions du MRC, descendre même à leur jour convenu pour manifester pour ces situations. On ne les voit pas. Et vous entendez M. Ekane sur les plateaux dire que le peuple, il parle de quel peuple quand on ne peut pas être au moins d'accord sur un consensus. Toutes les forces du changement, peu importe qu'on partage toute la même façon de faire, au moins se dit, comme Edith Kawala du CPP le dit, il faut que le peuple prenne ses responsabilités. Au moins, elle, avec le mouvement Stand Up for Cameroun, a souvent fait les vendredis noirs, les actions sur le terrain. J'attends M. Anissé Ekane avec des actions similaires. Et donc, on comprendrait qu'à ce moment-là, le peuple dit à la communauté internationale, c'est nous ici, là, et on va agir. En tout cas, au MRC, on a relancé les manifestations et le 1er juin, on va être sur le terrain. Okay. Merci. Maître Tegem, vous qui aimez convoquer tout le temps comme ça la France, vous connaissez la fameuse formule de Jean-Pierre Chevènement. Un ministre sous sa ferme ou ça démissionne. Voilà, excusez-moi d'abord de dire un mot à M. Zipan. Vous savez, il s'intéresse à ma formation politique alors que je ne sais même pas le parti auquel il appartient. C'est pas grave. Vous semblez être tout intéressé par l'histoire. C'est pas grave. Je vous ai donné les faits d'histoire. Je vais vous dire, faits d'histoire. La démocratie n'empêche pas la hiérarchie. Non. La démocratie la circulaire du parti a été suffisamment claire. Je peux vous la produire. Vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Mais ne racontez pas des années non plus. Il donnait de l'eau à votre... Quelle courtoisie. Oui, quelle courtoisie. Des grains à moudre. Merci de dire que raconte des années. Oui, des années. Mais soufflez donc de m'écouter. Exactement. Vous avez raconté des choses. Je ne veux pas dire que ce sont des années parce que je vous respecte. Bien sûr. Mais soufflez aussi de m'écouter. Oui. Monsieur Hilaire Zipan, oui. La démocratie n'empêche pas la hiérarchie. Oui. C'est pas parce qu'il y a une démocratie qu'on ne respecte pas la norme et la hiérarchie d'un parti politique. Et la norme c'est violer les circulaires du parti. Oh là là.
C'est ça la hiérarchie. Si je ne peux pas le placer un mot, mais bien sûr, plus courtois. Je vous ai donné des faits de l'histoire. Vous quel fait dans je veux relancer. Vous avez dit donner des faits. Je veux relancer la technique. Il a dit pas. Donner des faits. Je veux relancer M. J'ai donné des noms des faits. Oui. Donner des noms des faits. On vous a compris. Il a dit pas, on vous a compris. Exact. Monsieur Zipan, oui. Ah, vous êtes intéressé beaucoup. Alors que je suis une fixation sur Monsieur Zipan. Je veux relancer de l'histoire. Monsieur Tegem, vous avez fait. Des faits et de l'histoire. Permettez, je vous en prie. Monsieur Tegem. Pour l'instant, je vous permettez. D'accord. Tegem qui a la parole. Vous tous vous parlez, je vous laisse parler. Pourtant, je ne suis pas du tout content de vous entendre. Ne racontez pas les années. Merci, mais souffrez de mes côtés, parce que c'est ça la démocratie. Vous réclamez la démocratie, mais j'ai peur, hein, si vous êtes au pouvoir. Nous, les Camerounais. Vous, monsieur Zipan. Justement, parce que vous êtes des militants parasites compradors qui servaient complètement les intérêts étrangers. Merci pour l'insulte. C'est ça. Je suis prêt à ingurgiter, monsieur Zipan. Merci pour l'insulte. Je vous respecte parce que je vous appelle monsieur Zipan. Et parce que vous avez... Je vous appelle maître. Je vous respecte aussi. Monsieur Zipan, je vous respecte parce que je vous appelle monsieur Zipan. Vous permettez que je le relance? Et vous avez le droit d'opiner sur un sujet. Allez-y, c'est vous qui avez la parole. Il est hésitant, il raconte des histoires. Voilà, monsieur Zipan, je vous respecte parce que je continue à vous appeler monsieur Zipan et je respecte votre opinion. Monsieur Zipan, souffrez de m'écouter. C'est sciemment qu'il fait. Dans une démocratie, la démocratie n'empêche pas la hiérarchie. C'est pas parce que vous voulez la démocratie que vous n'avez pas respecté les pouvoirs établis, vous n'avez pas respecté les circulaires du comité central, vous n'avez pas respecté les décisions du comité central. Au RDPC, je vous dis en 1987, il y a eu des élections libres et démocratiques au sein du RDPC. Et si un candidat que vous déclarez, parce que c'est vous et il n'y a que votre parole, vous n'êtes rien dans le parti, il y a des instances dans le parti qui proclament le candidat élu et non vous. Dessus, en 1988, vous avez parlé de 1988. Je voudrais vous rappeler qu'en 1988, on avait changé parce qu'on avait estimé que les élections de 87 avaient fait couler beaucoup d'encre de salive. On a estimé qu'en 88, on voudrait plus les listes multiples. Ça, je vous le dis à titre d'information. Comment vous voulez dire? Je vous donne des noms. C'est pas ça le thème. Je vous en prie, c'est pas ça le thème. Non, je vous en prie, c'est pas ça le thème. Non, rapidement. Au thème. Mais Serge Alain, oui, je pense qu'à 3, ils sont des fois pas. Non, je dis. Moi, je réponds à une question. Répondez. Non, je dis que je vais lui dire une autre chose sur le thème. Effectivement, la démocratie au RDPC se manifeste encore à travers ce qui provoque ce thème. C'est-à-dire, le Premier ministre s'exprime, un ministre et 2 membres du RDPC s'expriment. C'est la démocratie. Personne n'a été sanctionné jusqu'à présent par le président de la République. C'est la démocratie au sein du RDPC. C'est ce que je voulais dire et je vais poursuivre. Je redis encore une chose. Le ministre Atangandji était à l'étranger. C'est un problème de politique intérieure. Moi, j'ai appris du président Mitterrand lorsqu'il était à la conférence de Cancun au Mexique. Le congrès du Parti socialiste s'était né à Valence. On lui a posé la question sur les déchirures, l'existence des courants au sein du parti. Il a dit, je ne parle pas de politique intérieure étant à l'étranger. Une seconde fois, il était en visite chez Boris Eltsine. On est venu lui poser une question de politique intérieure. Il a rappelé qu'on ne parle pas de politique intérieure étant à l'étranger. Monsieur Atangandji était ministre de la République en visite officielle en France. S'il est en France, les dispositions constitutionnelles sont claires. Le Cameroun est une république unie décentralisée. Il a donc de bonnes raisons de rappeler ce que disent nos dispositions constitutionnelles, parce que quand on est à l'étranger, vous parlez à des gens qui vous écoutent, vous parlez à des potentiels investisseurs, ils ne doivent pas avoir, on ne doit pas ressentir dans votre discours la moindre hésitation. Les investisseurs qui arrivent ont besoin d'être rassurés. Et ce n'est pas, il n'y a pas plus que le ministre en visite à l'étranger pour rassurer les investisseurs qui peuvent arriver chez vous, les potentiels investisseurs. Le ministre Atangandji était dans une position à l'étranger, il était dans une position où il défendait quelqu'un qui est l'élu de la nation, qui est le président de la République, qui a été élu sur un programme, et son programme c'était la décentralisation. Je le redis encore et j'insiste dessus, le RDPC est le parti le plus démocratique en ce qu'au RDPC, les opinions dissidentes ou dissonantes s'expriment. Et vous le savez, tous les jours sur les chaînes de télévision, les gens disent ce qu'ils veulent et ne sont pourtant pas sanctionnés. Maître Tegem, je reste avec vous. Un ancien ministre dit que pour Atangandji a brouillé le discours en faisant cette sortie. Excusez-moi, je redis encore une chose. Si Atangandji, parce que le Premier ministre dit une chose, lui, il vient dire le contraire. Il n'a pas dit le contraire, ils sont complémentaires. Le Premier ministre est en mission. Je réexplique. Le Premier ministre est en mission dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Il est en mission de pacification. Oui. Il a un discours de pacification. Le ministre Atangandji est à l'étranger.
Il parle au nom d'un pays. Il a un discours où la souveraineté nationale s'exerce par le biais du président de la République, du Parlement et du référendum. Pourquoi ne pas reprendre les propos du Premier ministre? Il est à l'étranger. Il faut rassurer les potentiels investisseurs que la Constitution stipule ceci. Et ce que la Constitution prévoit, c'est cela que je défends. C'est la position du ministre Atangani. Et quel est le discours qui peut rassurer les investisseurs? Celui du Premier ministre ou bien celui de Paul Atangani? Le Premier ministre est en mission à l'intérieur du pays. Oui. Je répète, et les deux sont complémentaires. Le Premier ministre est dans une mission de pacification. Oui. Le ministre Atangani à l'étranger parle à des gens qui peuvent venir investir au Cameroun. Ils ont besoin de savoir que ce qui est prévu par la Constitution n'est pas en cause, en tout cas au moment où il s'exprime à l'étranger. Okay. C'est de cela qu'il est question. Oui. Non, je viens un peu recadrer le monsieur du MRC, qui a tendance justement, souvent le MRC, à sortir du sujet pour raconter un peu... Vous savez, en matière de mobilisation des Camerounais, vous devez m'écouter et prendre les notes. Vraiment, sérieusement. En matière de mobilisation des Camerounais, quand je parle, vous devez prendre un bout de papier et noter. Vous faites comme un imbécile. Lorsqu'on lui montre la lune, il regarde le doigt. Je vous explique que tout dépend des Camerounais. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur, le grand soir ne se décrète pas. Le grand soir se prépare. Peut-être pendant des décennies. Il ne se décrète pas. Vous pensez que parce qu'on sort, on déclare une manifestation, le grand soir va arriver. Non, ça montre que vous avez encore beaucoup à apprendre sur la capacité, les méthodes de mobilisation, cher monsieur. Donc, lorsque vous sortez du sujet pour faire croire aux Camerounais qu'en matière de mobilisation, personne n'a mieux fait que le MRC, je ne sais pas où vous étiez en 92, en 90, 91, les manifestations de 100 000 personnes avaient l'armée en face, c'était en ce moment-là. Et poser la question, quels sont ceux qui les organisaient? Mais, contrairement à ce que vous pensez, ce ne sont pas les annonces qui font la force d'une organisation. C'est sa capacité à drainer des foules. Donc, gardez-vous de donner des leçons à ceux qui doivent vous en donner. Ok. Merci. On va donc revenir au sujet. Non, si vous voulez. Vous permettez, écoutez. Oui, vous permettez. Je suis au sujet. Vous voulez à tout prix répondre? Non, écoutez. Vous savez, le problème au Cameroun, c'est que il y a des personnes qui ont le complexe des anciens hommes politiques. Et quand j'écoute M. Anissé Kané, je suis content parce que ce que j'ai dit l'a touché. Vous avez vu, il est sorti, il a commencé à m'insulter. Et vraiment, venant d'une personne qui veut qu'on le respecte, qu'on la respecte en tant qu'adulte, je suis... On est le seul parti qui a reçu M. Kamto dans sa permanence. Et on lui a dit ce qui arrive. Vous voyez, il a été touché. Je suis content parce que ce que j'ai dit est allé de plein fouet. Non, les auditeurs. Écoutez, vous parlez pour qui ici, là? S'il vous plaît, respectez-vous. Vous avez parlé. Respectez-vous. Si je ne me respectais pas, je vous aurais dit pire que ça. Mais non, respectez-vous. Laissez-moi parler. Ça m'étonne qu'une personne aussi, en fait, une personne de qui on doit apprendre, se verse comme ça là et exprime un malaise profond. Son parti, il faut le dire, je l'ai dit ici sur le plateau, ce n'est que le carré fautif. Ils sont 4 ou 5 personnes. Et donc quand il veut parler des leçons, on ne dit pas que ceux qui ont agi ou ceux qui ont lutté avant ne sont pas méritoires ou méritants. On est maintenant, il y a des échéances politiques, il y a des actions à mener, c'est ce que j'ai dit. S'il avait essayé de reprendre mon propos pour dire ce que j'avais dit qui était blessant, on aurait compris. Mais vous avez vu, il est sorti de ses gants. Et votre objectif était de blesser. Mais vous dites que je vous ai insulté. Vous dites que je vous ai insulté. Vous me dites que vous voulez me recadrer. Vous ne me recadrez pas. Vous et moi, on ne se rencontre qu'ici. On ne se connaît pas. Oui, on ne se connaît pas. Donc, soyez une personne digne si vous voulez. Les tenues traditionnelles que vous avez, gardez-les dignement quand même. Écoutez, un monsieur comme ça, il commence des insultes. C'est amusant quand même. Ah ben écoutez, c'est ce que j'ai dit. C'est amusant, un adulte comme ça. Oui, c'est rigolo. Je vous en prie, Paulin. Oui. Une autre, on a dit que c'est pas la première fois que ça arrive entre un ministre et le chef du gouvernement. C'est exact. Que pour ces cas-ci, pour ces cas
précis de la situation dans exact, le Nord-Ouest. Exact. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. C'est dramatique. Non, c'est extrêmement grave parce qu'il faut planter le décor de la situation que nous vivons à l'heure actuelle. Le Nord-Ouest ou la zone anglophone, c'est à peu près 5 millions de Camerounais qui y vivaient. Il faut le dire très clairement aux téléspectateurs. Il faut dire également que cette zone participait pour moins 1,5 point de croissance, d'après le rapport qui est produit aujourd'hui par la Banque mondiale. Donc nous perdons à peu près ce point-là. Ça, c'est le deuxième élément. Il n'y a plus d'administration dans cette zone. Je rappelle à suffisance à qui veut l'entendre que les communes ont cessé de fonctionner depuis à peu près 3 ans. Il n'y a plus de maire, il n'y a plus d'acte administratif. Donc l'État ne vit là-bas que par la violence de l'État qui est l'armée. Il n'y a qu'elle qui est en première ligne face aux belligérants. Et je crois savoir que les propos du Premier ministre visaient d'une part à apaiser et à permettre à ce que l'on trouve un cadre pour que tout le monde puisse s'exprimer. C'est en cela que le discours du Premier ministre, venir verser de l'eau sous le prisme que l'on a parlé à l'étranger, me semble tout à fait extrêmement léger, parce qu'ils connaissent la situation à travers les médias tels que Equinox et tels que les autres. Donc, mais je voudrais pas dire justement que ça fait plus d'une dizaine de jours que ça dure, mais rien ne bouge véritablement. Oui, évidemment, rien ne bouge, évidemment, parce que comme disait tout à l'heure Annie, oui, de point de vue politique, comme disait Annie, le fait qu'à l'heure actuelle, on n'a pas recadré le ministre Atangandi montre que le débat n'est pas clos au sein du gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a des tendances qui s'affrontent certainement sur la manière de pouvoir planter le décor. Je rappelle à suffisance pour ceux qui n'étaient pas là, parce qu'en 92, j'étais là, tout jeune militant, et je rappelle que Léka Nanisset était porte-parole de l'Union pour le changement. Ne pas le dire, c'est ne pas dire la vérité ici sur ce plateau. La tripartite que nous avons demandé, on a demandé la conférence nationale souveraine, le pouvoir nous a servi la tripartite. Voilà, elle nous a servi la tripartite. Ça, c'était pour sortir de la situation. C'est l'heure du journal. Oui, d'accord, merci. Bonsoir Cédric Noufel. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Nous sommes lundi, au menu ce soir Cédric. Ce soir, une surprise à la tête de la compagnie Camerco. C'est le désormais ex-PCA qui prend la place du directeur général, le 6e en moins de 10 ans, à la tête d'une compagnie aérienne qui bat de l'aile après 9 ans de perfusion financière et des milliards de francs CFA de subventions. Comment en est-on arrivé là? Quelle nouvelle feuille de route pour sortir de l'ombre et faire briller l'étoile du Cameroun dans un ciel hautement concurrentiel? Vous suivrez ce soir le nouveau président du conseil d'administration qui est ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna-Ngalé-Bibé, en ouverture de ce journal. Et vous le savez, c'est le premier jour du baccalauréat et ce sont des candidats aux examens du sous-système anglophone qui éprouvent des difficultés à affronter les premières épreuves et pour cause, ils pointent un doigt accusateur sur les conditions de préparation après avoir fui le théâtre de la crise anglophone. Ils s'expriment dans le département du Mungo et vous suivrez du côté de Yaoundé comment un candidat arrivé en retard a vu son année être perdue, une année scolaire blanche, pour avoir manqué le lancement des premières épreuves écrites du baccalauréat session du mois de mai et juin 2019. Nous parlerons également de l'accès à la justice pénale et les multiples entraves aux libertés des droits des justiciables au Cameroun. Entre abus d'autorité, corruption, la société civile dénonce le silence des pouvoirs publics peu enclin à sanctionner les agents d'État véreux dans l'appareil judiciaire au Cameroun. Nous en parlerons ce soir. Serge Alain. Voilà, merci Cédric. Vous allez développer pour nous tous ces titres tout à l'heure dans le 20h que vous allez présenter. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Place tout de suite, madame, monsieur, à la pause. Journal. Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie de Paulin Kemdio, Hilaire Zipan, Anissé Kane et Maître Georges Tegem. Maître Georges Tegem, un nouveau directeur général à la tête de Camerco. Qu'est-ce qui, selon vous, ne marche pas de ce côté? Vous savez, l'histoire de l'aviation civile, internationale comme nationale, souffre de la difficulté, de la crise que traversent la plupart des compagnies aériennes. Il vous souvient, il y a quelques années, au Cameroun, il y avait UTA, il y avait Air Afrique,
Et aujourd'hui, UTA, Air France et KLM, qui étaient 3 compagnies, ont dû fusionner pour former une seule. Et si vous regardez un peu partout dans le monde, la plupart des compagnies, que ce soit du TWE aux États-Unis d'Amérique, avec d'autres compagnies, ont fusionné pour pouvoir continuer à voler. C'est dit que Cameco n'échappe pas à cette logique, c'est difficile partout. Malheureusement, Cameco change de directeur tous les 2 ans. On cherche la bonne personne, on cherche la solution. Mais je pense que... C'est un problème d'homme? Je pense que c'est plus un problème conjoncturel qu'un problème d'homme. La conjoncture dans l'aviation civile n'est pas facile. Il ne se passe pas un an sans qu'on entende parler de grève dans l'aviation civile en France. Il ne se passe pas un an sans qu'on entende parler de grève dans les compagnies aériennes internationales. Donc moi je pense que au niveau de Cameco, Cameco n'échappe pas à ce malaise qui touche toute l'aviation civile internationale. Et on continue à chercher. Si c'était un problème d'homme, on a nommé un néerlandais, à un moment était déjà là. Ouais. Donc on cherche la solution, on cherche. Je souhaite qu'on finisse par la trouver. C'est difficile, mais il faut bien qu'on finisse par la trouver un jour. Dites-moi, Hilaire Dipa, Cameco, on est obligé d'avoir cette compagnie? Non, il faut dire que d'abord c'est une compagnie qui doit pouvoir magnifier la puissance du Cameroun au niveau international, ça il faut le dire, mais a-t-on les moyens pour le faire? C'est peut-être la question qu'on peut dire. Et je pense que tout à l'heure, Maître Tegem l'a dit, si bien c'est un domaine essentiellement concurrentiel. Pendant que les autres fusionnent, pour faire des compagnies de plus en plus puissantes et trouver d'investissements, nous on essaye d'être dans la fierté nationale. Je pense que on est revenu un peu sur les fondamentaux un peu de la CAMER, c'est-à-dire qu'il y avait l'outil technique qui est complètement la CAMER elle-même avec le conseil d'administration, et l'outil politique qui est complètement le gouvernement. Je pense que maintenant on a relié l'outil technique et le gouvernement par le biais du ministre. Donc ça veut dire que la politique doit être en accord avec tous les besoins que l'on doit impulser. Je pense que là également on a suivi le ministre donner des délais. Cela laisse certainement présager que peut-être il y a eu un travail d'abattage précédemment fait avant ce conseil d'administration, si l'on est suffisamment cohérent dans sa démarche. Donc, certainement, il y a des avions qui sont décembre 2019. Il ne peut pas se jeter comme ça sans ne pas avoir fait un travail au préalable. Et je pense que c'est d'autant plus ce travail a été fait au préalable parce que c'est le président du conseil d'administration qui devient directeur général, c'est-à-dire qui revient au quotidien de la gestion de la structure, pendant que le ministre qui pilotait la partie politique reprend donc la partie technique pour pouvoir d'encadrement. Je pense que cette méthode montre à suffisance. Les deux sont certainement bien imprimés du dossier. Et je pense que, contrairement aux autres qui venaient et qui devraient se familiariser avec la difficulté, le président du conseil d'administration a certainement vu les difficultés de la CAMER de cette position-là. Maintenant, il est à l'ouvrage, donc il n'aura pas beaucoup de temps de machin. Et je pense que le ministre en lui-même, en étant ministre de la tutelle depuis à peu près 2 ans, certainement, il connaît. Donc, à mon sens, avec une bonne dynamique. Il n'était pas président du conseil d'administration. Oui, mais c'était lui qui faisait l'outil politique. C'est-à-dire que quand bien le président comme ça est terminé, il renvoie au ministre des Transports qui l'approuve. C'est comme ça que ça fonctionne. Il ne peut pas passer outre le ministre des Transports pour amener ses dossiers ailleurs. Donc il renvoie au ministre des Transports et c'est le ministre des Transports qui renvoie dans le besoin au niveau de l'État du Cameroun pour pouvoir acheter les avions parce qu'il est du domaine de la souveraineté. Maintenant que les deux sont reliés, certainement les dossiers iront un peu beaucoup plus vite. Moi, je voulais chuter par un point qui me semble tout à fait. Oui. À toute comparaison, quand vous prenez les compagnies telles que, je ne sais pas moi, Ethiopian Airlines ou Kenya Airways, ils sont une centaine d'avions. Oui. Presque une centaine d'avions. Donc, ça veut dire simplement que le seuil aujourd'hui de besoin de CAMER se trouve au minimum à la dizaine. A-t-on vraiment, dans la réflexion précédente, avant cette conseil d'administration, trouvé les fonds pour injecter à peu près des avions, au moins une dizaine, une quinzaine. Quand vous avez par exemple la destination de l'Ouest, Bamenda, Yaoundé, personnellement, moi je prends souvent CAMER, mais Yaoundé, il y avait CAMER 5h30, il n'y a plus CAMER 5h30. Paul Nkamdio, justement, pourquoi vouloir faire porter le chapeau au seul DG? Le PCA devient directeur général. Ben, en fait, quand je vois ce qui se passe concernant la CAMER, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un sempiternel remake d'un film de série B. Sauf qu'à la réalité,
il s'agit d'une chose qui se passe chez nous. C'est amusant ce qui se passe là. Écoutez, on parlait d'une entreprise privée. Une entreprise privée, c'est pour le profit. Et apparemment, c'est l'État du Cameroun qui veut être actionnaire majoritaire dans une entreprise privée. Alors que les challenges sur le plan social sont incommensurables. À la vérité, c'est un folklore qui se fait là. La vérité, c'est quoi? C'est que Cameco est un peu comme Camtel. C'est une entreprise qui est le relais d'un système de prédation de la fortune de l'État. Camel fonctionne comment? Avec les subventions. On dit, voilà, depuis 10 ans. J'écoute M. Zepandi, il espère que ça sera quelque chose de bien. Mais c'est comme s'il oublie de dire que depuis 10 ans, ces gens-là n'ont fait aucun bilan. On ne peut pas sérieusement parler de fierté nationale. Ça veut dire vouloir avoir une compagnie pour la fierté nationale. Quand les Camerounais ne sont pas fiers. Les Camerounais souffrent au quotidien pour les problèmes sociaux. Si on peut évoquer l'argument selon lequel Cameco c'est pour la fierté nationale, fierté par rapport à qui? Contre on peut qui? se passer, pour vous, on peut se passer de Cameco. Écoutez, on peut... Une compagnie aérienne? En l'état actuel, on peut compétir avec quelle compagnie là, sur le terrain? Ça veut dire, on peut être rentable comment? Est-ce qu'il y a un marché au Cameroun? Ce n'est pas une histoire de marché au Cameroun. Mais il y a un marché d'aviation. Il y a des gens qui voyagent au Cameroun. Écoutez, c'est du marché que l'on a le potentiel à faire. Écoutez, si vous pensez sérieusement, oui, si vous pensez sérieusement qu'une compagnie aérienne existe, veut faire des profits pour le marché intérieur, sérieusement, je questionne un niveau de vos compétences. On ne crée pas une compagnie pour le marché intérieur. Non, c'est pas, j'ai dit qu'est-ce qu'il y a un marché au Cameroun. Est-ce qu'il y a un marché au Cameroun? Vous avez une population de 25 millions d'habitants. Qui ont la possibilité de pouvoir. Vous me laissez finir mon C'est ça le marché. C'est ça le marché. Vous me laissez finir. Allez-y donc. Quand vous évoquez est-ce qu'il y a un marché, c'est pour dire que il y a un marché à prendre. Une compagnie ne se crée pas pour un marché local. Une compagnie ne se crée pas pour un marché local. On ne peut pas faire le bénéfice avec un marché local. On ne peut pas. Parce que globalement, les populations, il y a déjà le réseau routier qui ne fonctionne pas. Vous allez parler de marché local. Les gens vont arriver là-bas. Ils prendront quelle voiture pour se déplacer? Les gens préfèrent utiliser leur voiture parce que ils peuvent continuer dans l'arrêt-pays avec leur voiture. On ne peut pas prendre l'avion. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre l'avion alors qu'il n'y a pas de route. Vous n'allez pas laisser votre voiture dans une zone pour prendre l'avion. À destination, vous faites comment? Le marché local, quelle est la contenance de l'avion pour ce marché local? Ce n'est pas quand même les Boeing qui vont, en l'état actuel du développement de notre réseau infrastructurel, les Boeing ne peuvent pas être dans le local. On ne peut pas quand même prendre les avions, les MA60 de 60 places pour pouvoir chercher à faire la profitabilité sur le marché local. Le marché local vient appuyer le développement à l'international. C'est de ça dont il est question. Okay. Donc, pour finir, je dis que Cameco existe pour que les éléments du système se remplissent les poches. On connaît tous les scandales que la Camer a créés dans ce pays. Et on est assez amusé que ça continue. Ça, c'est un énième projet pour distraire les gens par rapport aux questions de l'heure. Ça veut dire la crise anglophone et tous les... C'est toujours la diversion. Ils aiment toujours... Quelle est l'opportunité de Cameco? Quelle est l'opportunité? Pour vous, c'est la diversion. L'urgence, c'est où la Cameco, qu'on en parle aujourd'hui ou dans 6 mois. Honnêtement, ça intéresse qui Cameco? Ok, merci Anissé Kané, 6e directeur général. Je suis très amusé, j'ai de la peine à suivre le président du MRC. Non, j'ai de la peine, mais il faut dire que j'ai de la peine. Bon, je pense que lorsque Aïe décide de quitter Air Afrique, c'est une décision de... soit 11, c'est une décision de souveraineté parce qu'il y avait un problème de... À Air Afrique, oui. C'était pas un choix stratégique. Il aurait fallu, après ça, monter une compagnie sous-régionale. Il y a quelques années, l'idée est revenue, RCMAC, mais je crois qu'elle a été torpillée
par certains éléments du régime. Parce qu'en fait, Camerco est l'expression des luttes des clans qui existent au sein du régime. Parce que, contrairement à ce que dit notre ami, les compagnies commencent par le marché intérieur avant de se lancer au niveau international. Et il y a un marché intérieur important uniquement avec les MA60. Mais, sur la ligne du Nord, hein? Oui, uniquement avec les MA60, si c'est bien organisé, il y a un gros marché à l'intérieur, justement parce que les infrastructures routières ne sont pas bien développées. Voilà. Quand on regarde le prix d'un billet aller-retour Douala-Yaoundé, c'est de l'ordre de 39 000 francs. Oui. Vous prenez une 4x4 V8, vous mettez 50 000 francs d'essence. Donc, à la limite, sur la route, c'est plus cher que par l'avion. Le marché existe. Sauf que c'est mal organisé. Ça montre les imperfections de ce régime. Moi, je pense qu'il est temps, pour sortir de cette impasse, que l'idée de la compagnie RCMAC revienne. Mais il y avait des convoitises, certains ponts... Qu'est-ce qu'il a torpillé? Mais certains ponts du régime ont même créé des sociétés concurrentes à Camer, à commencer par le transport du fret. D'autres ont même commandé des avions. Je me souviens qu'il y a un avion, des bombardiers qui avaient été commandés au Canada. C'est l'expression de la faillite de ce régime qui se traduit dans Camerco. Mais le marché existe. Il faut aller rapidement, moi je pense, sortir de cet héritage d'Aïdio et aller vers une compagnie sous-régionale. Et progressivement, comme ça avait commencé là, partir du marché intérieur et aller vers le marché sous-régional africain. Je crois que c'est bon pour un pays comme le nôtre, qui est leader dans la sous-région, de piloter une telle opération. Oui, je voudrais ajouter deux petites informations. La première, quand vous voyez le nombre de compagnies étrangères qui sollicitent la desserte du Cameroun sur le marché international, elles sont quand même assez nombreuses. Nous avons Ethiopian Airlines qui ramasse complètement tout le marché pour l'Asie. Vous avez Kenya Airways qui est dans cette même dimension-là. Vous avez Air France. Les mastodontes. 14 vols. 14 vols, oui. Complètement. Donc il y a un marché. À l'international. Il y a un marché. À l'international, il y a un marché. Première chose. Deuxième chose, quand vous prenez les billets, moi j'en prends Camer, demain matin j'en prendrai Camer, voilà Yaoundé. Quand vous prenez Camer sur le nord, bien entendu, vous avez énormément le besoin qui est énorme. Et Anissé devait le dire. Quand vous prenez la dépassement entre la distance parcourue, le prix comparativement à d'autres pays, on est très cher. Mais vous ne pouvez pas faire le nord aujourd'hui sans vol. Parce que par voiture, partir de Douala, c'est aller contourner complètement par l'Est Cameroun pour arriver en Gaoundéré. C'est très long. Vous ne pouvez pas le faire. Et enfin, vous avez complètement le marché de l'Ouest Cameroun, de Bafoussam, qui a un besoin croissant. Pour peu que Camer a fait des essais sur cette zone-là, ils étaient complètement forts, 80-90% de taux de remplissage. Ça veut dire que ce marché existe. Maintenant, comme disait Maître Téna a donné quelques pistes. Il a dit que Calem, UTA, je pense que c'est ce qu'il a dit, et Air France ont fusionné. Et face à cette puissance-là, si Camer reste isolé, UTA a disparu. Voilà, si Camer reste isolé, ça va être très difficile. Et là, France KLM. Voilà, Annie dit, la meilleure méthode, c'est de faire une sous-région suffisamment puissante. Pour prendre la comparaison, en ce qui concerne le budget, vous avez le Tchad qui est dans les 7 millions d'habitants, 7 à 8 millions d'habitants, vous avez la Centrafrique 6 millions d'habitants, le Congo, donc c'est pratiquement des pays qui peuvent complètement hostiler sur le Cameroun pour que Douala soit un hub. Un hub, ça veut simplement dire qu'on collecte et on vient à partir de Douala sur l'international. Et quand on prend le niveau, bien entendu, de revenus par habitant, comparativement, je pense qu'il n'y a que le Gabon qui est dans une petite portion, ou la Guinée pas dans une petite portion, est supérieure à la nôtre. Maintenant, je comprends. Le Cameroun a une malgouvernance complètement que tout le monde décrit. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est de la responsabilité du RDPC. Je pense que M. quelqu'un sur le plateau ici peut répondre. Mais de là à dire que nous, les Camerounais, nous avons complètement la tête dans le sable, non. Nous sommes encore debout
Et on va se battre comme des gens debout pour que ce pays change, pour que le RDPC quitte complètement cette manière de pouvoir spolier les Camerounais en permanence. J'étais très content de vous entendre dire que nous sommes un pays debout. Oui, nous sommes un pays debout. Je suis fier de vous l'entendre. Non, nous sommes un pays debout. Nous avons des problèmes, mais nous sommes un pays debout. Mais je suis très... Nous sommes un pays debout. Mais ce n'est pas votre pays. Je suis très embêté. Mais écoutez, ni le vôtre. Non, c'est le nôtre. Mais c'est le nôtre. Mais la mauvaise gouvernance du pays, vous me dites que ce n'est pas votre pays, ni le vôtre. C'est notre pays à nous. C'est ce que je voulais indiquer. C'est pas votre pays, ni le nôtre. C'est notre pays. Mais c'est vous qui avez la responsabilité du pays. Je voulais faire observer. Monsieur Ilezip, envoyez-vous. C'est très bien de discourir sur un plateau de télévision. Mais l'observation de l'histoire des compagnies aériennes sur le plan international m'amène à beaucoup de retenue. À Air France, aujourd'hui, le DG est canadien. Alors que tout le monde sait que c'était toujours les Français qui étaient là-bas. C'est quoi? C'est à la recherche de l'expertise. Si aujourd'hui au Cameroun, à Camerco, on recherche l'expertise à travers des nominations diverses. On a eu un Néerlandais, hein. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est vous dire que si Air France, KLM et UTA ont fusionné, si vous observez bien en faisant le tour, vous allez voir que l'aviation civile internationale connaît de nombreuses difficultés dans de nombreux pays. Il y a plusieurs compagnies étrangères qui ont fermé. Il y en a qui ont changé de dénomination parce qu'elles ont été restructurées. Donc, le problème de Camer n'est pas un problème interne, c'est un problème de conjoncture, c'est un problème de conjoncture dans l'aviation civile. Dans tous les pays du monde, le Cameroun n'est pas isolé. Mais le Cameroun cherche... Pourquoi le c'est un problème de mauvais choix aussi. Le Cameroun cherche... Pourquoi au Kenya ça marche? Pourquoi en Éthiopie ça marche? Le Cameroun est en train de chercher la solution qui sera la mieux indiquée. Et j'espère qu'avec le nouveau management, on aboutirait au résultat qui jusque-là est attendu. Ok, maître Paulin Kemjo. Non, écoutez, je vais revenir sur une ou deux choses. Monsieur Adixé Kane, parce qu'il veut me trouver les poux, réagit immédiatement sur tout ce que je dis sans même comprendre. Honnêtement, quand je dis... Je vous plains. Eh bien voilà, écoutez. Ouais, moi je vous plains. Il faut comprendre quelque chose. L'histoire de la Cameco où on me dit qu'il y a un marché, ça me rappelle un peu l'histoire de l'hôpital, un très grand hôpital pour la procréation assistée là-bas à Yaoundé. Oui. Ben, on dira qu'il y a un marché. Mais ce n'est pas de ça dont il est question. À la vérité, on ne met pas en place une compagnie aérienne avant d'avoir fini les premiers types de réseaux de transport. Je veux dire, vous ne voyez, un pays ne se crée pas en créant d'abord une compagnie aérienne. Le fait de dire qu'il y a un marché, honnêtement, c'est accepter que le gros des populations qui utilisent les moyens de transport communs, le bus, les machins, trucs, n'ont pas voix au chapitre pour le déplacement. Et c'est de ça dont je parlais. Je ne disais pas que ce n'est pas intéressant. Merci. Bonsoir Sylvestre Hippolyte Zangaou. Bonsoir Sergala. Dans un instant, 100% football. Au menu. Au menu de cette édition de 100% foot en route vers Égypte 2019, les 24 pays qualifiés se préparent. Plusieurs d'entre eux ont déjà annoncé leur programme de préparation. On connaît les adversaires qu'ils affronteront lors des matchs amicaux. Mais pour le cas des indomptables du Cameroun, c'est encore le clair-obscur. Si on sait avec confirmation que Clarence Seedorf et ses poulains vont se regrouper dans le mois de juin prochain, en tout début du mois de juin, du côté de Madrid en Espagne, l'identité des adversaires qu'ils vont affronter lors des matchs amicaux reste inconnu. On parle parfois de l'Ouzbékistan, tantôt du Turkménistan et même la Zambie qui a annoncé via sa fédération qu'elle affronterait en amical et indomptable du Cameroun. Mais la fédération camerounaise de football a vite fait d'apporter un démenti sur cette information qui dit finalement la vérité. Même la fédération malienne de football annonce que son équipe, le Mali qui est qualifié pour cette CAN, affrontera les Lions indomptables du Cameroun. Nous faisons un grand dossier sur le plateau de 100% foot ce soir concernant cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous vous donnerons les nouvelles, les dernières des pays qui sont qualifiés à cette phase finale de la CAN qui démarrera le 21 juin prochain. On n'oublie pas que les Lions d'Alain Djemfa, elles, vont aller en France dans quelques jours pour jouer leur deuxième Coupe du Monde. 23 joueuses ont été retenues vendredi dernier par le sélectionneur, parmi lesquelles Gaëlle Deborah Enganamud, malgré cette blessure qu'elle traîne au genou. On verra bien ce que cela produira en pleine phase finale de la Coupe du Monde. Sur
sur le plan local, Union de Douala et New Star de Douala se neutralisent. C'était à la faveur de la 3e journée des playoffs. L'Union de Douala qui se retrouve en train de jouer son maintien en Ligue 1 via les playoffs. Le patriarche Emmanuel Ngassa Api qui sort de sa réserve. Vous l'écouterez en exclusivité dans cette édition de 100% foot dans quelques instants. Voilà, merci Sylvestre Politiangao pour ce rendez-vous, comme tous les lundis 21h. Bon, cher monsieur, on va terminer avec Maître Kengoum qui a quitté ce monde le 16 mai dernier, du côté de l'Inde. Sa dépouille est arrivée ce jour. Un mot, vous qui l'avez souvent côtoyé sur les plateaux de télévision. Je commence par vous, Nissé Kanem, Maître Kengoum, qu'est-ce que vous retenez de l'homme? Au-delà des plateaux de télévision, je le connaissais. C'était un monsieur qui transmettait la joie de vivre. C'était un bon viveur. Il transmettait la bonne humeur autour de lui. Il était simple, humble et très jovial. J'étais atterré quand j'ai appris sa mort. Demain, on va l'accompagner au Bois de Singe. Ok. Vous allez parler à la suite de Anissé Kanem. Allez-y. Écoutez, que la terre de nos ancêtres lui soit légère, parce que une mort d'une personne aussi compétente dans son domaine, c'est un moins pour les débats, pour la contribution scientifique dans notre pays. Il reste du pain. Je sais que j'ai fait des plateaux. Si, au moins 2-3, et je pense qu'il était suffisamment tenu dans ses positions, et ça c'est ce que je constatais de lui, mais il était très abordé et très logique. Quand il se trompait, il avisait que vraiment il était dans la... Et il acceptait l'argumentaire, certainement venant de quelqu'un d'autre que lui. Mais il avait certainement cette façon de pouvoir ramener quelqu'un aussi brutalement si vous n'étiez pas en accord avec lui, si tant est que vous vous trompez, sans beaucoup de courtoisie. Hein, ça, il fallait se le dire, il criait. Et puis, il avait une façon de pouvoir orienter le pouvoir en disant, quand il se trompait, il prenait des envols sur le plateau en disant, il ne comprend pas comment les gens peuvent conseiller un président comme ça, en le trompant aussi, évidemment. C'était des expressions qui me faisaient... Donc, je regarde de lui quelqu'un de très vivant, de très déterminé, mais qui acceptait de... Parce que c'est pas facile. Parce que ceux qui nous regardent ont l'impression que c'est très aisé. Non, c'est pas aisé, cet exercice-là. Et de pouvoir être constant, cohérent, pour un homme de sa trempe, il faut lui dire que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Je termine avec vous, un confrère, un aîné. Un grand bâtisseur, un grand bâtisseur, un grand rassembleur, un homme, un amoureux du travail. Chacun unique, sa disparition est une cruauté. À sa famille, je dis, derrière des larmes s'attarde un espoir. Que la terre de nos ancêtres accueille ce confrère aîné, ce formateur, ce monsieur qui était très aimable, il était très ouvert, un grand bâtisseur, un rassembleur. Vraiment que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition qui était une fois de plus consacrée à Maître Célestin Kengoum. On a une pensée pour son épouse et ses enfants qui sont attristés en ce moment-ci. Rediffusion 23h GMT, il sera minuit justement derrière le lycée polyvalent de Bonabéry.